Imaginez-vous en train de nager tranquillement. L'eau est calme, belle journée. Et puis, à 30 mètres sous vos pieds, quelque chose vous observe. Pas pour vous attaquer. Non, juste pour décider si vous en valez la peine. C'est ça, la vraie terreur avec l'orque. Ce n'est pas qu'elle pourrait vous tuer, c'est qu'elle a choisi de ne pas le faire. On nous a menti. Pas volontairement, mais on nous a menti quand même. Depuis l'enfance, on nous présente l'océan avec une hiérarchie simple. Le requin blanc au sommet, les autres en dessous. C'est propre, c'est logique, ça fait de bons films. Sauf que cette hiérarchie est fausse. Elle a toujours été fausse. Et il suffit de se pencher sur l'animal qu'on vous présente aujourd'hui pour comprendre à quel point on sous-estime ce qui vit sous la surface. L'orque, 6 tonnes, 10 mètres, présente dans chaque océan de la planète, du pôle Nord jusqu'à l'Antarctique, des eaux glacées jusqu'aux mers tropicales. Derrière l'être humain, c'est le mammifère le plus répandu sur Terre. Mais sa présence partout n'est pas l'élément le plus inquiétant. Ce qui devrait vous garder éveillé la nuit, c'est ce qu'elle fait de cette présence. Il y a quelques années, des chercheurs en Afrique du Sud ont observé quelque chose d'impossible. 2 orques, surnommés Port et Starboard, à cause de leurs nageoires courbées dans des directions opposées, s'attaquaient à des grands requins blancs. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ce qui a choqué les scientifiques, c'est la méthode. Ces 2 orques avaient découvert, seuls, sans manuel, sans professeur, qu'un requin blanc retourné sur le dos entre dans un état de paralysie totale. Le cerveau du requin court-circuite. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus respirer. Il meurt lentement, totalement conscient, complètement impuissant. Port et Starboard avaient donc développé une technique. Attraper le requin par la nageoire, le faire pivoter avec précision, le maintenir à l'envers jusqu'à l'asphyxie. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment perturbant, elles n'ont pas mangé le requin. Elles ont juste ouvert le ventre, extrait le foie, l'organe le plus riche en graisse et en nutriments du corps du requin, et laissé le reste couler au fond. Ce n'est pas de la prédation, c'est de la gastronomie chirurgicale. Et elles ont transmis cette technique. Aujourd'hui, d'autres orques dans la région utilisent la même méthode. La connaissance voyage, elle évolue, elle se perfectionne de génération en génération, exactement comme une tradition humaine. La conséquence, les grands requins blancs ont quitté la zone. Des créatures qui règnent sur les océans depuis 450 millions d'années ont plié bagages à cause de 2 orques. Ils ont abandonné leurs territoires de chasse ancestraux, leurs zones de reproduction, leurs routes migratoires, tout ça parti. À cause de 2 dauphins géants qui avaient découvert leurs points faibles. Mais parlons de quelque chose d'encore plus dérangeant que la force ou la ruse. Parlons de ce que les orques font quand elles ne sont pas en train de chasser pour survivre. Voici une scène, documentée par des biologistes marins en Patagonie. Une orque adulte capture un phoque. Elle ne le tue pas. Elle le blesse légèrement, juste assez pour qu'il ne puisse pas s'échapper facilement. Puis elle l'amène devant son petit. Et elle attend. Le baleineau tente maladroitement de coordonner une attaque. Il rate. Le phoque tente de fuir. L'adulte le ramène doucement dans la zone. On recommence. Encore. Et encore. Pendant des heures parfois. Le phoque souffre. Il est terrorisé. Mais il est vivant. Parce qu'il est utile vivant. Il est un outil pédagogique. Un mannequin d'entraînement organique. L'orque adulte ne ressent pas le besoin de raccourcir cette souffrance parce que l'objectif n'est pas la mort rapide. L'objectif, c'est que le petit apprenne. On appelle ça la transmission culturelle. Et chez les orques, elle est partout. La façon de chasser les requins, de déferler sur les plages pour attraper les lions de mer, de créer des vagues synchronisées pour déloger les phoques réfugiés sur la glace, rien de tout ça n'est inné. Tout s'apprend, tout se transmet, tout évolue. Chaque groupe d'orques dans le monde a développé ses propres techniques, son propre dialecte, ses propres traditions de chasse. Des cultures distinctes, des identités collectives. Exactement comme les sociétés humaines, juste avec beaucoup moins de conflits internes et beaucoup plus d'efficacité. Maintenant, voici la partie la plus étrange de toute cette histoire. L'orque mange des phoques. Elle chasse les grands requins blancs. Elle s'attaque aux baleines bleues qui font 30 fois son poids. Elle a même été documentée en train de dévorer des élans traversant un détroit en Alaska. Mais elle ne touche pas aux humains. Jamais.
pas un seul cas d'attaque fatale en milieu naturel dans toute l'histoire documentée. 0. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce qu'elle ne nous voit pas. L'orque possède le système de sonar le plus perfectionné du règne animal. Elle peut détecter les battements de cœur d'un poisson à plusieurs centaines de mètres de distance. Elle sait exactement ce que vous êtes quand vous nagez dans ses eaux. Elle sait que vous êtes lent, vulnérable, sans défense. Elle sait tout ça et elle décide quand même de vous ignorer. Il existe même des exemples historiques de collaboration. Au début du XXe siècle, dans une baie australienne appelée Eden, un groupe d'orques travaillait en partenariat actif avec des baleiniers humains. Les orques repéraient les baleines en migration, les rabattaient vers le rivage, alertaient les chasseurs en frappant l'eau de leur queue. Les humains harponnaient la baleine et une fois la carcasse récupérée, ils laissaient les lèvres et la langue pour les orques. Un accord, non écrit, non forcé, respecté des deux côtés pendant des décennies. Pourquoi cette trêve existe-t-elle? Les scientifiques avancent plusieurs théories. La première, les mères orques n'enseignent pas à leurs petits que les humains sont de la nourriture, donc culturellement, nous ne sommes pas dans la catégorie proie. La deuxième, elles sont suffisamment intelligentes pour évaluer le rapport coût-bénéfice, et chasser des créatures qui construisent des bateaux et des armes est une mauvaise stratégie à long terme. La troisième, et c'est celle qui me fascine le plus, elles nous reconnaissent. Pas physiquement, intellectuellement. Elles perçoivent chez nous les mêmes structures qu'elles possèdent, des groupes familiaux stables, des langages complexes et diversifiés selon les communautés, des comportements transmis culturellement, la capacité à agir au-delà du simple instinct de survie. Elles nous regardent et elles voient quelque chose qui leur ressemble suffisamment pour décider que nous ne sommes pas une proie. Elles nous ont classifiés et elles nous ont accordé un statut. Tout ce que je viens de vous décrire, cette intelligence, cette retenue, cette capacité à choisir de ne pas tuer, tout ça repose sur une seule condition, la liberté. Parce que lorsqu'on enferme une orque, quelque chose se brise, pas métaphoriquement, neurologiquement, physiologiquement, vraiment. Une orque en liberté parcourt en moyenne 160 km par jour. Elle vit dans un réseau social riche et complexe. Elle chasse avec sa famille. Elle communique en permanence via des clics, des sifflements, des appels qui portent à des dizaines de kilomètres sous l'eau. Son cerveau est constamment stimulé, constamment actif, constamment en train de traiter des informations d'une densité et d'une complexité que nous pouvons à peine imaginer. Mettez cet animal dans un bassin de béton, les sons ne portent plus, ils rebondissent sur les parois et reviennent comme une agression sonore permanente. Le sonar, qui est pour l'orque ce que la vue est pour vous, devient une torture. La solitude remplace le réseau social, l'immobilité remplace le mouvement, et un cerveau conçu pour traiter des milliers de stimuli par heure se retrouve à tourner à vide dans le silence. Le résultat, c'est une forme de psychose, pas une métaphore, une vraie rupture neurologique. Et c'est dans cet état que les attaques se produisent. Pas parce que l'animal est dangereux par nature, parce qu'on a pris l'un des esprits les plus élaborés de la planète et qu'on l'a détruit méthodiquement. Tilikum n'est pas né tueur, il a été fabriqué. Alors, voilà ce qu'on sait de l'orque aujourd'hui. Ce n'est pas juste un grand prédateur, ce n'est pas juste un animal impressionnant à regarder depuis un bateau, c'est un être qui possède une culture, une identité collective, un langage, des traditions, une capacité à prendre des décisions complexes et même morales par certains aspects. Et cet être a choisi, consciemment ou culturellement, de ne pas nous faire de mal. La vraie question que cette réalité nous pose n'est pas « est-ce que l'orque est dangereuse ?». La vraie question est « est-ce que nous le sommes pour elle ?» Parce que si on regarde les faits avec honnêteté, la créature la plus redoutée des océans ne nous a jamais fait de mal. C'est nous qui l'avons brisée chaque fois que nous avons eu l'occasion de le faire. Et peut-être que c'est ça, le vrai portrait de la créature la plus intelligente